Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, au Mozambique, les électeurs sont appelés aux urnes ce mercredi 15 octobre pour élire un nouveau président. Un scrutin qui opposera le parti au pouvoir, le Frélimo, à l'opposition historique, la Renamo. L'agriculture, véritable facteur de développement économique. Fort de ce constat, la Côte d'Ivoire ambitionne de devenir le grenier à riz de l'Afrique de l'Ouest. Symbole d'une cohabitation réussie entre les différentes religions présentes en Égypte, la célèbre église suspendue a rouvert ses portes. Ce samedi 11 octobre, elle avait été fermée au public pendant 16 années pour des travaux de restauration. Élection présidentielle donc ce mercredi 15 octobre au Mozambique. Le président Armando Guebuza ne briguera pas d'autre mandat. C'est donc Felipe Nyusi qui représentera le Frélimo. Il sera opposé à Afonso Dhlakama, leader du parti historique de l'opposition, la Renamo. Et ce scrutin suscite beaucoup d'espoir pour les Mozambicains dont le pouvoir d'achat a fortement diminué ces dernières années. Ils espèrent aujourd'hui que cette élection présidentielle leur garantira une amélioration de leurs conditions de vie et la fin des inégalités. Sali Ganem. Les électeurs mozambicains sont appelés aux urnes ce mercredi 15 octobre pour élire le nouveau président de la République. Les inégalités sociales et la faiblesse du pouvoir d'achat préoccupent la population qui compte sur le nouveau chef de l'État pour améliorer leurs conditions de vie. Aujourd'hui, l'essence coûte très cher, mais je n'ai pas d'autre choix que de poursuivre mon activité. En ce qui concerne notre prochain président, s'il arrivait que M. Nyusi remporte les élections, ce serait bien parce qu'il a promis le changement. Alors que le Mozambique pourrait devenir prochainement un important producteur de pétrole, la population se plaint du prix élevé du carburant à la pompe et souhaite une augmentation des subventions. Cette élection est un très bon test pour nous, parce que durant cette période, les populations se livrent en donnant leurs propres aspirations et commencent à parler et à dire ce qu'elles attendent du pays. Et pour nous au Mozambique, il est très important de le mentionner, la gestion des exceptions de la population, parce qu'on entend parler de pétrole et de gaz et ils se tournent vers le Qatar, ils se tournent vers la Russie, ils regardent les autres pays qui sont en voie de développement, dont l'économie est basée sur le pétrole et le gaz. Et ils disent, alors pourquoi ne sommes-nous pas à ce stade ? L'actuel président Armando Guebuza du parti Frélimo ne peut se présenter pour un troisième mandat à la tête de l'État. C'est Felipe Nyusi, ancien ministre de la Défense et de la même formation politique, qui en est le candidat. Le scrutin l'opposera au leader de l'opposition du parti de la Renamo, Afonso Dhlakama. Dans le reste de l'actualité, le procès de Simone Gbagbo, l'ancienne première dame ivoirienne, débutera le 22 octobre devant la cour d'assises d'Abidjan. Arrêtée le 11 avril 2011 en compagnie de son mari et détenue à Odiéné au nord-est de la Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale qui l'accuse de crimes contre l'humanité. La Côte d'Ivoire refuse toutefois de la transférer à La Haye où son époux, Laurent Gbagbo, est toujours incarcéré depuis plus de 2 ans. Le potentiel de l'agriculture de l'Afrique est immense, d'autant plus que le continent abrite 60% des terres non cultivées dans le monde. Remettre ce secteur au cœur des politiques africaines semble donc nécessaire pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, mais également pour lutter contre le chômage. En Côte d'Ivoire, les autorités misent donc sur l'agriculture et notamment sur la culture du riz pour favoriser le développement du pays. Ibra Khadindiaï. L'autosuffisance alimentaire est l'un des défis les plus importants auxquels fait face l'Afrique. Pour trouver une réponse à cette problématique, plusieurs États du continent commencent à remettre l'agriculture au centre des politiques de développement. La Côte d'Ivoire cherche désormais à devenir le plus grand producteur de riz en Afrique de l'Ouest. Pour relever ce défi, le gouvernement, mais également les entreprises privées, investissent massivement pour revitaliser le secteur risicole. Les ambitions vraiment de la Côte d'Ivoire, c'est d'être le grenier de toutes ces sous-régions-là. Et à partir de 2016-2017, dès l'instant où on a mis en place le stock régulateur, le stock de sécurité, automatiquement on doit pouvoir satisfaire cette demande-là. Du fait même de la position de la Côte d'Ivoire, lui et moi, dans un certain nombre de... Les gens, la sous-région compte sur nous et nous on a la capacité de le faire. Depuis près de 30 ans, on a diminué les importations Côte d'Ivoire sur l'année suivante, l'année précédente, d'environ 35%. Je pense que l'élan va se continuer encore en 2014. Nous sommes en train de regarder les chiffres. Je pense que d'ici à la fin de l'année, on sera à peu près dans
dans les mêmes chiffres. Des initiatives ont été prises par le gouvernement, comme la distribution de semences à haut rendement aux agriculteurs, mais également le financement de nouvelles zones de production et de systèmes d'irrigation. Des mesures saluées par la population. Le riz, on est content de faire le riz. Parce que ça, c'est notre travail. Nous, on ne fait pas cacao ni café. Diversifier l'agriculture est devenu une priorité pour le plus grand producteur de cacao dans le monde. Quelques 477 milliards de francs CFA sont investis dans la période 2012-2016 afin de développer l'industrie du riz et de créer des emplois. Et sachez que l'Afrique du Sud et la France ont signé ce mardi un accord de coopération pour le développement du nucléaire civil en Afrique du Sud. Un accord paraphé à Paris, capitale française, par le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, et la ministre de l'énergie sud-africaine, Tina Joemat-Pettersson, et qui intervient au moment où l'Afrique du Sud prévoit de s'équiper de nouveaux réacteurs. La 9e édition du Forum pour le développement en Afrique s'est ouverte ce 12 octobre à Marrakech, au Maroc. Un forum co-organisé par la Commission de l'Union africaine, la Commission économique pour l'Afrique et la BAD, la Banque africaine de développement, et qui vise à asseoir de vrais mécanismes de financement du développement en Afrique, puisque, nous vous le rappelons, le continent jouit de très bonnes perspectives de croissance, mais est toujours confronté à un déficit de financement très important. Reportage de notre envoyé spécial à Marrakech, El Hadj Ndiaye. Des modes de financement innovants pour la transformation de l'Afrique. C'est sous ce thème que le 9e Forum économique africain a ouvert ses portes ce lundi à Marrakech. Un forum auquel participent plus de 800 dirigeants africains. Objectif, réfléchir sur le financement pour un développement durable du continent africain, avec un PIB qui a doublé entre 1995 et 2012, passant de 656 milliards de dollars à 1369. Le continent fait partie des zones économiques de forte croissance. Sur la période, le PIB par habitant a augmenté de 40%, passant de 917 dollars à 1265. Le continent possède certes des perspectives de croissance, mais il est confronté à un déficit de financement. L'Afrique a souffert du manque de politique appropriée. Les flux illicites de capitaux sont un scandale sur lequel nous devons nous pencher de plus près. Si le continent se trouve tout en bas de l'indice de transparence, c'est tout autant en raison de la situation actuelle qui sert les intérêts de ceux qui établissent le classement que de ceux qui profitent de la corruption dans les pays. Les migrants africains envoient plus de 50 milliards de dollars des États-Unis et, outre le sacrifice que cela représente pour eux, ils payent les commissions de transfert les plus élevées du monde. En 2012, les investissements d'impact ont représenté environ 8 milliards de dollars dans le monde, et un tiers d'entre eux sont allés en Afrique. Il s'agit là d'une nouvelle source novatrice de financement qui pourrait bien devenir un complément important des placements traditionnels. Les investissements d'impact peuvent avoir des effets positifs directs et indirects sur le développement humain dans des domaines tels que l'éducation, la santé et l'environnement. Selon la CEA, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, le continent a besoin de 200 milliards de dollars par an pour soutenir et accélérer son développement. Les besoins en infrastructures sont estimés à quelques 90 milliards de dollars par an. Pour le président sénégalais Macky Sall, il est possible de relever ces défis à condition d'aplanir certaines contraintes qui freinent l'élan des pays africains vers le développement. Je vais en citer une seule contrainte, c'est le plafond d'endettement. Il n'y a plus d'aide publique au développement. Et vous ne voulez pas que les pays s'endettent pour financer leurs infrastructures. Mais comment allons-nous nous développer? C'est une grande problématique qui est posée. C'est ainsi que le Fonds Africa 50 a été mis en place par la BAD. Ceci pour doter le continent africain d'un mécanisme innovant permettant d'accroître la mobilisation de ressources à grande échelle et d'attirer des financements privés pour la réalisation des infrastructures nécessaires au développement du continent. Il est plus pertinent que jamais de reconnaître que l'Afrique d'aujourd'hui a plus besoin de partenariats gagnant-gagnant plutôt que d'assistance conditionnée. Des partenariats susceptibles de jouer le rôle de catalyseur pour la mobilisation des ressources financières, de faire progresser l'intégration économique régionale et d'améliorer le positionnement de l'Afrique dans la chaîne internationale de la création de la valeur. C'est en fédérant les énergies et en mobilisant nos atouts respectifs que nous allons gagner ensemble le grand pari du XXIe siècle, celui d'une Afrique unie, stable et prospère. Le sommet de Marrakech se décline en 5 axes qui sont la mobilisation des ressources nationales,
la lutte contre les mouvements financiers illicites, les capitaux privés, les nouvelles formes de partenariat et les questions de financement contre le changement climatique. Cette rencontre entre experts africains va se dérouler jusqu'au 16 octobre. En Égypte, la célèbre église suspendue rouvre ses portes après 16 années de restauration. Cette église copte, qui date du IVe siècle, est l'un des plus grands trésors historiques du pays. Mais c'est aussi et surtout le symbole d'un vivre ensemble réussi entre les différentes confessions religieuses qui cohabitent en Égypte. Ibra Khadija. L'église suspendue, l'une des plus anciennes églises coptes d'Égypte, a rouvert ses portes ce samedi 11 octobre après 16 ans de fermeture pour des travaux de restauration. Elle doit son nom au fait qu'elle est construite au-dessus d'une forteresse. L'église dédiée à la Sainte Vierge Marie est appelée l'église suspendue parce que, comme vous le savez, les bâtiments étaient construits dans des murs. La situation est différente ici. Elle a été construite au-dessus de la forteresse de Napoléon. Des arbres de pin ont été placés en bas et au-dessus. L'église a été érigée à près de 13 mètres au-dessus de la forteresse. C'est de là que vient le nom. Cette église est considérée comme étant le plus grand trésor historique que nous possédons en Égypte. Elle date du IVe siècle. Des touristes viennent de partout dans le monde. Cette réouverture confirme que notre pays est pacifié et que l'amour et la joie entre toutes les factions règnent à nouveau. Tout le monde ici est heureux de cette réouverture parce que nous avons fait la rénovation et résolu tous les problèmes qui se sont produits au cours des décennies pour retrouver ce merveilleux bâti. L'église suspendue est le symbole d'une cohabitation réussie entre les différentes confessions en Égypte. Pour magnifier ce vivre ensemble, les autorités ont fait le déplacement avec la présence du Premier ministre égyptien Ibrahim Mehleb et du ministre de l'Antiquité Mamdou Al-Damati. Cette église est l'une des plus anciennes églises d'Égypte. Elle a été construite à la fin du IVe siècle et au début du Ve siècle avec une valeur historique dans la civilisation égyptienne moderne. C'était la résidence du patriarche à un moment donné qui a abrité des élections et cérémonies religieuses. En plus de sa valeur artistique, nous avons des pièces spéciales datant du 8e siècle et la plupart recueillies entre le 5e et 18e siècle. Ces pièces constituent des trésors qui sont conservés dans cette église. L'édifice avait été endommagé par les eaux souterraines. La restauration a coûté 4,5 millions de dollars. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. L'info continue.